Bonjour à tous et bienvenue donc sur ma chaîne qui parle d'autisme. Donc moi je suis April, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, et je suis autiste. J'ai été diagnostiquée il y a très longtemps maintenant, j'ai l'impression, il y a plus de 2 ans et demi. Et depuis donc j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube afin de partager en fait mes réflexions, mon cheminement en tant que personne autiste, afin de vous aider, puis afin aussi de partager avec vous. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un peu cool, fin de vacances sur les voyages. Donc cette vidéo n'est pas très écrite, ça va être assez spontané, parce que j'ai reçu beaucoup de questions, quelques questions de personnes autistes qui doutaient elles-mêmes d'être autistes parce qu'elles aimaient voyager. Comme si c'était impossible d'être autiste et de voyager. Alors je comprends la logique qu'il y a derrière, parce qu'effectivement on pourrait se demander, on pourrait se dire que c'est difficile en tant qu'autiste puisque on a des difficultés avec les imprévus. Donc quand on voyage, c'est quand même souvent des imprévus. C'est un pays étranger, alors même s'il n'est pas très lointain et pas très exotique, c'est quand même une différence, c'est quand même des différences culturelles, une langue différente, une cuisine différente. Donc ça crée aussi de la fatigue et de l'anxiété. Donc pourquoi les personnes autistes aimeraient-elles ça? Et puis dans les codes sociaux, on pourrait se dire que effectivement quand on est à l'étranger, on est baigné dans une autre culture, donc ça rajoute de la difficulté dans les interactions sociales pour les personnes autistes qui sont déjà en difficulté dans leur propre pays, vous voyez? Alors moi je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'à l'inverse, voyager c'est facile pour les personnes autistes et c'est même presque une remédiation pour elles. Alors attention, je ne dis pas que si on n'aime pas voyager, on n'est pas autiste, et je précise aussi que chaque personne est différente, donc chaque personne autiste aussi est différente, a ses intérêts, ses spécificités, et peut trouver du plaisir ou pas à voyager. Je comprends les personnes qui n'aiment pas voyager, honnêtement. Je comprends les personnes qui préfèrent rester chez elles, et même je les envie parce que moi, j'aime tellement bouger que parfois c'est un peu même fatigant pour moi, voilà. Mais je pense que par rapport à mon autisme à moi, le fait que je me suradapte beaucoup, que je surcompense avec toute la fatigue et l'anxiété que ça crée derrière, le voyage, ça me fait vraiment une soupape de décompression. Mais je pense que pour d'autres personnes autistes, au contraire, c'est vraiment pas possible et pas gérable. Alors par rapport au fait de voyager, moi en plus je rajoute des difficultés parce que non seulement j'aime voyager, mais en plus j'aime voyager seule. Oui, parce que en tant qu'autiste, je pense que c'est être dans un groupe c'est compliqué. Alors en plus être dans un groupe à l'étranger, ça rajoute des difficultés. Donc ça je ne le conseille pas par contre. Mais en tant que femme autiste neuroatypique seule, j'ai vraiment trouvé que c'était hyper agréable de voyager, que c'était hyper facile et que c'était un vrai plaisir. Alors je dis pas qu'il n'y a pas eu des difficultés, il y a eu beaucoup de choses, et quand j'ai commencé à voyager, en fait j'avais 20 ans, et vous savez, vous connaissez la phrase ils ne savaient pas que c'était impossible alors qu'ils l'ont fait. C'était un peu mon cas, c'est-à-dire que je suis partie à 20 ans au Sri Lanka toute seule pendant 6 semaines pour réaliser un projet un peu fumeux sur la guerre civile. Il fallait que j'interviewe des gens, que j'écrive un petit texte, donc un peu un travail à la fois journalistique et littéraire, moi qui n'avais jamais voyagé de ma vie seule, même pas en France, je précise. Donc je sais pas trop je sais pas trop ce que je suis allée faire là-bas, mais bon, et c'était un projet très ambitieux, sans doute le projet le plus ambitieux de ma vie, et c'était le premier. Et il y avait quelque chose, je ne me rendais pas compte en fait, à quel point c'était difficile pour moi, à quel point c'était éprouvant déjà d'organiser l'organisation du voyage. C'est un truc, c'est hyper fatigant je trouve, hein. Alors moi j'adore maintenant, je prends vraiment plaisir à le faire, mais à l'époque ça m'avait vraiment pris des mois et des mois parce que je n'arrivais pas à imaginer en fait. Voilà, j'arrivais pas à me représenter mentalement ce que ça allait être, ce que ça allait pour moi impliquer d'être là-bas, les distances entre les villes, les moyens de transport, où j'allais loger, enfin tout était vraiment à imaginer. Ça me demandait énormément d'efforts, donc j'ai dû surcompenser cette difficulté. Et il se trouve que j'ai eu beau passer presque 9 mois à tout préparer, à tout intellectualiser. J'avais commandé des bouquins de l'office de tourisme, je sais pas où, ils me les avaient envoyés, et j'avais lu et lu et lu sur le pays. Donc j'avais tout intellectualisé. Il se trouve que je suis arrivée là-bas, j'étais complètement perdue. C'était un peu angoissant, enfin carrément angoissant même.
Donc il y avait ce problème là de se représenter, mais je pense que c'est un problème qu'on a tous, hein, les neurotypiques et les neuroatypiques, c'est compliqué quand on ne connaît pas. C'était un autre pays, c'était une autre culture, c'était un autre climat, enfin tout était autre quoi. Donc c'était difficile. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Au début c'était compliqué, mais finalement j'ai progressé au fur et à mesure. En fait, j'ai tissé ma petite toile, je me suis fait mon petit cocon. Tout était difficile, hein. C'est-à-dire que même l'anglais, je n'étais pas bonne en anglais. Alors je suis arrivée là-bas, j'ai commencé à parler aux gens, j'ai compris que les gens avaient du mal à me comprendre et moi j'avais du mal à les comprendre parce que l'accent sri-lankais c'est un peu comme l'accent indien, c'est on roule les R, etc. Donc c'était pas l'anglais que j'avais appris à l'école, c'était pas l'anglais scolaire, voilà. Mais j'ai réussi quand même à progresser, à passer outre toutes ces difficultés grâce aux rencontres. Et en fait je voudrais parler de ça aussi dans cette vidéo, c'est-à-dire que je trouve que c'est hyper agréable de voyager pour les rencontres humaines qu'on fait à l'étranger. Et elles ont une saveur particulière, ces rencontres, je trouve, parce que justement par rapport aux codes sociaux, il y a quelque chose qui est beaucoup plus simple et qui est beaucoup plus spontané. Et alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais quand c'est en Asie, forcément les gens sont plus accueillants. Oui, mais même dans des pays beaucoup plus près, même en Belgique, j'ai senti que c'était plus facile d'aller vers les autres en tant qu'étranger, en tant qu'étrangère, parce il y avait pas, finalement, il y avait une ouverture qu'il n'y avait pas en France, voilà. En France, moi personnellement, déjà je précise, hein, je suis autiste, mais je suis sociable. J'aime échanger, j'aime partager, j'aime rencontrer des gens. J'aime l'énergie qu'il y a dans une discussion, j'aime l'énergie qu'il y a dans un échange, vraiment j'aime le partage, voilà. En France, j'ai eu beaucoup de mal à faire tenir ce partage, c'est-à-dire j'ai eu beaucoup de mal à garder des amis sur du long terme. J'ai eu beaucoup de mal à nouer de nouvelles relations quand j'arrivais dans une nouvelle fac ou dans une nouvelle ville ou sur un nouveau poste, etc. Parce qu'il y avait cette première étape de on fait connaissance et après on voit si ça match ou pas. Et moi je n'arrivais même pas à accéder à cette première étape-là. Parce que bah, justement je n'avais pas les codes, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas comment me comporter vis-à-vis de l'autre. Et souvent ce qui se passait, c'est que j'étais dans la fuite, donc je n'allais pas vers l'autre. Et l'autre n'allait pas non plus vers moi, donc en fait je me retrouvais isolée de fait. Mais à l'étranger, j'ai pas eu ce problème parce qu'en fait, les gens m'aidaient beaucoup en cela parce qu'ils venaient beaucoup vers moi. Il y avait cette curiosité à échanger avec moi, me connaître, savoir ce que je faisais, pour plein de raisons, je pense. Déjà parce que je venais de France et que la France, bah, à l'étranger, ça a un cachet de fou. Dès que vous dites que vous êtes français ou française, bon, il y a des gens qui nous détestent, mais il y a quand même, dans mon cas, il y a eu beaucoup de gens, je dirais 90% des gens qui m'ont aimé d'emblée sans me connaître parce que je leur ai dit que j'étais française. Et c'est vrai qu'au début, bah, pour eux, c'était une sorte de représentation de la France un peu superficielle, où ils pensaient à Paris, ils pensaient à Edith Piaf, ils pensaient à la Tour Eiffel. Mais petit à petit, comme ils m'avaient inclus d'emblée dans leur cercle social, ils commençaient à me comprendre et ils commençaient à m'apprécier vraiment pour qui j'étais. Donc finalement, ils m'avaient mis un peu le pied à l'étrier de la sociabilisation, vous voyez. Donc il y avait ce cachet-là de la France. Après, il y avait le truc, j'étais seule et j'étais une femme, donc finalement j'ai un peu souffert de discrimination positive dans la mesure où quand les gens me voyaient débarquer toute seule avec mon sac à dos au fin fond du Sri Lanka ou autre, ils avaient toujours le réflexe de me protéger, vraiment. Femmes et hommes, surtout les femmes, la communauté des femmes. Et donc il y avait cette solidarité qui pour moi est une forme de discrimination parce qu'en fait on n'a pas besoin d'être protégé en tant que femme. Mais bon, ça faisait que d'emblée il y avait cette figure un peu maternelle, paternelle vis-à-vis de moi de oulala, t'es une jeune fille toute seule dans un pays étranger, on va prendre soin de toi, voilà, tu seras comme ma fille. Donc il y avait ce truc-là qui faisait que bah, j'étais aussi d'emblée accueillie par les gens du pays, par les familles beaucoup au début, mais même par les gens de mon âge. Ensuite, il y avait cette espèce de on va prendre soin de toi. Donc du coup, là encore, ça faisait que j'avais pas besoin moi de faire beaucoup d'efforts pour qu'on m'accepte, on m'acceptait d'emblée.
Puis après, bon, le fait que je sois aussi, voilà, une étrangère tout court, hein, c'était exotique, enfin, je ne sais pas. Mais ça crée quelque chose une envie de me rencontrer, une envie de me parler. Et c'est vrai que c'était hyper agréable parce que je me suis tellement sentie rejetée dans mon pays. J'ai tellement eu l'impression d'être une pestiférée, de vraiment que les gens même me jugeaient sans me connaître. Donc là, c'était carrément l'inverse, que les gens ne voulaient pas venir me parler parce qu'ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui les repoussait en moi. Mais à l'étranger, ça devenait une force, ça devenait... ils venaient tous me parler, mais c'était impressionnant. Même, je prenais un bus, il y avait toujours quelqu'un pour venir me parler. Et là, je parle de l'Asie, mais j'ai eu les mêmes expériences en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis, au Maroc, en Turquie. Donc, c'était une sorte d'universalité de j'ai envie d'aller vers elle, donc j'y vais. Et du coup, ça fait que j'ai créé énormément de liens. Alors après, on peut croire que c'est des liens un peu superficiels, mais vraiment, il y a quelque chose d'un peu magique dans les relations que vous faites à l'étranger. C'est-à-dire que parfois, vous êtes en France et en fait, vous avez votre famille, vous avez votre cercle d'amis, vous avez vos collègues que vous connaissez depuis 20 ans, et vous avez l'impression que vous êtes lié avec ces gens jusqu'à ce qu'il vous arrive quelque chose et là les gens partent tous en courant en fait et vous allez vous retrouver tout seul. Mais les gens à l'étranger, franchement quand j'ai connu des drames dans ma vie, j'en ai connu quelques-uns, ils étaient tous là, ils me demandaient des nouvelles, ils s'inquiétaient pour moi. Certains m'ont appelé. Enfin, il y avait quelque chose, je sais pas, où il y avait quelque chose qui était plus humain, plus évident, plus profond en fait. Et même si c'était des gens que j'avais rencontrés parfois une semaine, parfois quelques jours, mais en fait ils restaient dans ma vie. On gardait contact via les réseaux sociaux. Je retournais les voir, certains sont venus me voir dans mon pays. Et donc il y a quelque chose dans la relation qui se jouait différemment. Après, je pense que ça, c'est aussi possible pour les personnes neurotypiques. Mais ce qui est super agréable pour les personnes neuroatypiques, c'est qu'en fait, elles vivent ce qu'elles devraient, enfin, on vit ce qu'on devrait vivre en France, quoi. C'est-à-dire des gens qui ne nous jugent pas, qui nous acceptent, voire même qui s'intéressent à nous sans a priori, vous voyez, et c'est vraiment hyper agréable. Et quelque chose aussi que j'ai remarqué, c'est que finalement, ce qu'on peut appeler mes bizarreries, enfin, moi, je n'appellerais pas ça comme ça, mais pour les autres, ce serait des bizarreries en France, n'apparaissaient pas comme telles à l'étranger. Parce qu'ils avaient, en fait, les gens, cette grille de lecture de ah, elle est fatiguée, elle est très sensible, c'est normal, c'est la fatigue du voyage. Ou alors, ils disaient souvent, elle est homesick, elle regrette sa maison familiale ou sa ville natale. Dieu sait que c'était pas le cas, mais bon, eux ils pensaient ça. Et donc ils interprétaient ça. Finalement, ils comprenaient en fait. Ils comprenaient pourquoi j'étais hypersensible. Mes spécificités alimentaires, ça pouvait aussi se comprendre par le biais de elle connaît pas la nourriture, c'est différent. Voilà, ma sensorialité, pareil, c'est un autre climat, donc forcément c'est difficile pour elle. Donc ils avaient finalement, ils étaient dans une inclusion sans le vouloir en fait. Ils se mettaient à ma place et donc ils s'adaptaient à moi, voilà. Et je trouve que quand on voyage et qu'on est avec les gens du pays, c'est vrai que souvent, et on le fait aussi en France, hein, je pense, quand on reçoit des gens chez nous, on fait attention, on se dit, oula, attention, c'est pas les mêmes codes. Vous voyez, c'est explicite. Mais là, finalement, en France, nous, c'est pareil. C'est un peu comme si on était étrangers chez nous. On comprend pas les codes. Ça nous paraît un peu bizarre, décalé. Sauf qu'en fait, on n'a pas cette bienveillance, on n'a pas cette inclusion-là parce que bah, les gens considèrent qu'en fait, on est comme eux. En fait, on est français et donc on a la même culture de base. Donc, on est censé savoir comment ça fonctionne. Sauf qu'on ne le sait pas. Voilà. Et c'est vrai que du coup, je trouve que de voyager, ça me faisait vraiment échapper au validisme, en fait. D'un coup, ça m'enlevait un poids voilà, j'étais pas obligée de toujours me justifier, j'étais pas obligée de remuer monts et vallées pour me faire apprécier, c'était facile. Et du coup, j'avais un autre regard sur moi-même parce que dès le départ, les gens m'ont fait des compliments. C'est un truc que je n'avais jamais eu. Je suis arrivée au Sri Lanka et en fait, les gens n'arrêtaient pas de dire que j'étais nice, que j'étais bien élevée et que j'étais vraiment super forte, quoi. Et ça, je ne l'avais jamais entendu de la part bah, de mes proches, famille, que ce soit de ma famille ou de mes amis. J'avais pas été valorisée. Et donc là, ça me sautait aux yeux. C'était vraiment. J'en revenais pas, je ne comprenais pas au début. Mais ils répétaient tout ça, que ce soit tous les gens que je rencontrais. En fait, ils avaient tous ce discours de vraiment, elle est super, quoi.
elle est super. Et puis même, il disait que je m'adaptais bien. Alors c'est un peu ironique pour les autistes, mais je pense que pourquoi est-ce que les autistes s'adaptent mieux à l'étranger que les neurotypiques? Parce que moi, souvent, ce que je constatais, c'est que les gens neurotypiques, je sais pas s'ils sont neurotypiques, mais les autres Français que je rencontrais en voyage, alors certains étaient super, ils étaient comme moi, il y avait une sorte de... Je pense que c'était des neuroatypiques aussi comme moi, donc on se comprenait, il y avait vraiment un échange émotionnel, il y avait quelque chose qui était évident, qui était fluide. Et parfois, je voyais des Français, mais qui étaient complètement paumés, qui étaient rigides, qui ne comprenaient pas, qui se montraient agressifs. Enfin voilà, donc j'ai vu un peu des gens qui avaient l'air paumés, et donc moi je me suis dit, tiens, c'est bizarre, moi je m'en sors bien par rapport à eux, comment ça se fait? Mais je pense qu'en fait, on garde le même cap, que ce soit en France ou à l'étranger, on, alors c'est pas forcément une bonne chose, mais on est peut-être dans l'hyper-vigilance tout le temps, dans l'hyper-vigilance de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit dire, il faut que je repère les signes, il faut que je comprenne comment faire, donc on intellectualise quand même, mais même sans s'en rendre compte, et donc on continue de le faire à l'étranger, sauf qu'on est on est surentraîné à le faire, parce qu'on le fait même en France. Donc moi j'arrivais à l'aéroport, bon au début que j'ai pris l'avion j'étais un peu paumée, mais au bout de deux trois fois, parce qu'en plus j'apprends vite, j'étais un radar, je savais exactement où aller. On avait l'impression que j'étais allée à l'étranger toute ma vie, que j'étais allée dans cet aéroport toute ma vie. Vous voyez, je lisais les panneaux, j'allais là, hop, 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 hyper facilement. Donc j'avais une sorte de... Voilà, j'étais surentraînée à comprendre les signaux, voilà, les signaux qui n'étaient pas forcément accessibles de prime abord pour moi. Et je le savais parce qu'en France, c'était pareil. Donc là, finalement, c'était dans une continuité, mais dans une continuité qui m'était favorable. Parce qu'en plus, bah, j'étais dans un cadre paradoxalement plus bienveillant pour moi. Alors qu'on pourrait penser que c'est plus hostile à l'étranger parce que c'est l'étranger, justement. Donc quand c'est étranger, c'est étrange et on ne comprend pas. Mais en fait, moi, ce qui est étranger, j'adore, en fait. Moi, déjà, j'adore l'étranger d'Albert Camus. J'adore le sentiment de l'absurde chez Camus, chez Kafka, en fait. Donc, j'adore ce truc-là de c'est bizarre, c'est étrange. J'adore, en fait. Je veux y aller, en fait. Je veux apprendre de ça. Mais il y a des gens pour qui même l'étranger, il y a des gens qui ne supportent pas, hein. C'est hostile. Mais moi, pas du tout. Voilà. Après, vous allez me dire, mais comment je faisais pour rencontrer tous ces gens comme ça là? Mais en fait, il y a un site fabuleux, je sais pas si vous connaissez, je sais pas si ça existe encore parce que ça fait longtemps que je suis pas allée, mais c'est le Couchsurfing. Et oui, alors Couchsurfing, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un site qui répertorie des personnes dans le monde entier, dans tous les pays, ou pratiquement dans tous les pays, qui vont vous héberger chez eux gratuitement. Donc, qui vont vous prêter un couch. En fait, le couch, c'est le canapé. Donc, c'est un peu dans l'optique de vous êtes routard, vous avez besoin d'un toit pour dormir, hop, la personne, elle vous accepte chez elle et vous pouvez dormir sur son canapé. À la base, c'est ça. Et pourquoi donc couch, le canapé, et surfing? Parce que c'est surfer sur le net, c'est-à-dire que c'est grâce à Internet que vous trouvez votre couch pour la nuit. Mais en fait, moi j'ai trouvé des couchsurfing qui étaient dans des maisons traditionnelles où j'étais logée dans une chambre gigantesque avec un lit en bas de la cave. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément un truc comme ça à la va-vite pour routard, hein. Ça s'est développé. Moi, j'ai été hébergée dans des familles, beaucoup, parce qu'en fait, il y a tout type de personnes. C'est ça qui est fou. Vous avez des étudiants, beaucoup. Vous avez beaucoup de jeunes adultes, des couples et tout, des gens qui sont en coloc. Mais vous avez aussi des familles avec trois enfants, des familles traditionnelles. Vous avez aussi des personnes âgées. Moi, j'ai été hébergée par des couples de personnes âgées. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai été hébergée par un couple de hippies au fin fond du. C'était en Géorgie, qui vivait dans une forêt. Enfin, c'était magnifique. Et j'ai connu ce lieu grâce au couchsurfing et j'aurais pas pu connaître ce lieu différemment. Donc en fait, ce que j'adore moi dans le couchsurfing, c'est que ça offre une expérience humaine immédiate. Et là encore, on n'a pas besoin d'apprendre à se connaître et de se valider, de dire ok, ça va matcher, on peut être potes, ok, j'ai l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde, tu peux venir chez moi. Bah non, en fait, l'autre, il fait une entrée fracassante dans la vie de la personne qui l'héberge. Donc la personne qui l'héberge, elle est entre guillemets un peu obligée de l'accueillir et donc de l'accepter pour ce qu'elle est. Du coup, ça m'a permis de rencontrer plein de gens très différents. Ça a vraiment cassé j'ai envie de dire, ce plafond de verre entre les autres et moi, où j'arrivais pas à aller vers les autres, où les autres ne m'acceptaient pas, où je me sentais pas accueillie pleinement pour qui j'étais, où il y avait toujours un truc où finalement j'étais rejetée.
Et à l'étranger, en fait, parce que j'étais acceptée par le couchsurfer, du coup, le couchsurfer, il s'intéressait à ma vie, à moi, et il m'accueillait et il m'acceptait. Et donc, j'ai pu avoir plein d'échanges avec plein de personnes de plein de milieux différents, de plein de cultures différentes, dans plein de pays différents, grâce au couchsurfing. Et ça a été une expérience immédiate et voilà, et humaine. Et alors, je sais, vous allez me dire, c'est dangereux, attention, c'est pas prudent. Franchement, moi, j'ai eu aucun problème. Après, je sais que des personnes ont eu des problèmes. Moi, en fait, je faisais jamais du couchsurfing chez les hommes seuls. J'en ai fait quelques fois, mais c'était vraiment quand j'avais pas d'autres solutions et je voyais que les personnes, parce que vous avez un référentiel après, vous avez des commentaires positifs, je voyais que la personne avait l'air vraiment super et tout, qu'elle avait plein de bons commentaires, donc ça me donnait confiance. D'ailleurs, j'ai jamais eu de problème grave avec des couchsurfers. Enfin, j'ai eu parfois des personnes qui étaient il y a eu une famille en fait au Sri Lanka justement qui a un peu essayé de m'arnaquer, qui me demandait de l'argent, mais c'était pas, ils m'ont pas séquestré ou voilà, enfin ils ont juste un peu tenté en fait le truc. Parce qu'ils ont vu que j'étais un peu différente, peut-être, je sais pas, ils ont peut-être senti quelque chose, vous voyez. Mais pour mes autres expériences couchsurfing, ça a été franchement extraordinaire. Et puis c'est des gens, en fait, il y a quelque chose qui se crée où il y a un partage immédiat. Euh, ils vous font, ils vous font entrer dans leur vie. Alors après, je précise que moi, j'étais logée, j'étais même nourrie parfois. Donc j'étais logée, nourrie, blanchie. Et les gens me faisaient même la visite guidée en fait. Enfin, ils me montraient leur ville, ils m'amenaient là. Après, je leur disais que j'allais là. Du coup, ils appelaient leurs cousins, leurs tantes. Et puis en fait, j'avais un toit aussi dans la prochaine ville où j'allais. Donc c'était aussi presque un réseau. Et voilà, c'était une expérience hyper agréable. Faut bien choisir son coach surfer, mais franchement, moi, ça m'a permis de faire plein de rencontres, ça m'a permis de créer des liens avec plein de gens, de me faire des amis. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai pu casser ce fameux plafond où j'arrivais pas à accéder à l'autre, grâce à ce site, en fait. Voilà. Et donc, pour ça, c'était inoubliable. Donc, ça a vraiment créé des moments inoubliables. Et en plus, pour moi, vous savez, je pense que les autistes, ils aiment la profondeur. Et quand vous voyagez, le piège dans lequel vous pouvez tomber, c'est de vous retrouver dans un truc, en fait, un peu fade, un peu lisse, parce que faut pas se mentir, voyager maintenant, malheureusement, beaucoup de gens le font et ça devient un peu. Les pays deviennent un parc à attractions gigantesque en fait. Tout le monde fait un peu le même parcours, vous voyez, il n'y a pas. Et en même temps, les gens se vantent, notamment sur les réseaux sociaux et tout, de vivre un peu l'expérience unique dans le pays, voilà, avec des super photos, ou alors ils vont dans des tribus et puis ils se prennent en photo, mais en fait, c'est un truc qui est payant ça, donc ça casse un peu l'authenticité. Et ce qui était bien avec le couchsurfing, c'est que du coup, j'avais une expérience unique, mais vraiment, j'avais accès à effectivement à quelque chose d'exceptionnel et je sortais du circuit justement dans lequel j'aurais pu aller, où j'aurais pu faire tous les trucs touristiques, j'aurais pu faire les musées, j'aurais pu faire. Non pas que je n'aime pas les musées, j'aime les musées, mais je pense que ce que je recherchais, c'était vraiment à recharger mes batteries en termes d'émotions et de rencontres humaines et d'échanges émotionnels avec les gens. Et ça, grâce à Couchsurfing, ça me l'a apporté. Après, il y avait ce truc aussi, cette sorte de magie, où j'arrivais à l'étranger et en fait, je rencontrais aussi des gens facilement dans la rue, dans des cafés. Voilà, je me rappelle parfois, je m'étais fait une copine aux États-Unis comme ça dans un café, puis au fait, on avait passé toute la semaine ensemble à faire des visites ensemble. Donc, il y a aussi ce truc où je sais pas si c'est ce que je dégage qui est différent ou si c'est que l'autre face à moi est différent, mais il y a quelque chose qui se joue dans la relation de différent. Où d'un coup, les gens viennent me parler, ils ont envie de venir me parler, comme je l'ai dit, et ça fait des super rencontres. Alors qu'en France, j'ai beaucoup de mal, je trouve que tout est fermé, tout est cloisonné, c'est très rigide, il y a beaucoup de jugements, il y a des comportements très passifs-agressifs. Alors après, je n'ai pas envie d'idéaliser les autres pays et je n'ai pas envie de diaboliser mon pays. Parce que je pense que les États-Unis, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était hyper facile de voyager, la Turquie, pareil. Mes plus belles rencontres humaines, c'était en Turquie. Mais je pense que vivre en Turquie et voyager en Turquie, c'est différent. Vivre aux États-Unis et voyager aux États-Unis, c'est différent. Donc je ne veux pas non plus idéaliser les pays que j'ai visités. Néanmoins, je ne sais pas pourquoi est-ce que je me sens toujours mieux à l'étranger et pas dans mon pays. C'est une question que je pose. Est-ce que vous, ça vous a fait cet effet-là aussi, que quand vous avez voyagé, vous avez trouvé que tout était facile et quand vous êtes rentré chez vous, vous avez trouvé que tout était difficile?
Je pense aussi que, vous savez, les mots sont importants, la langue qu'on parle est importante et qu'en fait, il y a ce truc aussi quand on part à l'étranger, qu'on baigne dans une autre culture, mais aussi dans une autre langue. Et en fait, on n'entend plus les mots, on n'entend plus le français, cette langue dans laquelle on a vécu des souffrances, des traumatismes, les mots durs qu'on a entendus de la part de nos proches, de nos professeurs, des institutions. On n'entend plus ces mots-là parce qu'ils ne sont plus dans cette langue, ils ne sont plus dans l'anglais ou dans l'espagnol. Dans cette langue, elle est neuve en fait de toute agressivité, même inconsciente. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, le fait de partir et de parler une autre langue, c'est comme si on laissait derrière soi un bagage lourd, inconscient, ou qui remonte à très loin, où en fait on a entendu des choses négatives sur nous. Du coup, elles se sont imprimées en nous de manière plus ou moins tacite dans notre langue, dans notre langage en fait. Et donc quand on parle anglais, finalement, on se décharge de ça, c'est plus facile. Alors paradoxalement, c'est plus facile alors que moi, hein, j'ai eu du mal à parler anglais. Hein. Moi, j'étais pas une pro en anglais. Hein. J'ai dû beaucoup travailler. Mais au fur et à mesure, ça devenait plus facile pour moi de parler en anglais. Il y avait un truc assez incroyable, c'est que j'arrivais mieux à parler anglais quand je parlais de mes émotions. Quand je parlais de mes émotions en anglais, mais je parlais, c'était... je ne réfléchissais même plus. Par contre, quand il fallait parler de manière factuelle, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait, là j'avais à nouveau plus de mal et je pense que c'était parce que ça correspondait pas à mon niveau de langage à moi qui est un niveau très émotionnel en fait. Je pense que même en français, je parle beaucoup de mes émotions et que j'ai beaucoup plus de facilité à parler de mes émotions, que ça m'intéresse plus qu'à parler de choses factuelles qui m'intéressent moins. Voilà. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que cette intensité, quand on voyage, elle est nourrie. Elle est nourrie parce que bah finalement, c'est nous, on est très intense, on aime apprendre. Enfin, certains, moi j'aime apprendre, j'aime partager, j'aime découvrir et je suis curieuse de tout. J'ai une ouverture d'esprit. Donc forcément, j'arrive dans un autre pays, la Turquie. Oh là là, la cuisine, l'art, l'histoire, tout est passionnant, tout est fascinant. La moindre petite chose, elle est incroyable. Donc finalement, ça nourrit notre intensité, notre énergie. En fait. On est au bon rythme. Ça y est, en fait. On n'est pas en train je sais pas, de se forcer à ralentir pour... Il y a quelque chose comme ça, je trouve, en France où faut y aller mollo, quoi. Mais à l'étranger, j'avais le droit d'être dans un tourbillon. J'étais dans un tourbillon émotionnel et j'avais le droit. Et c'était mon juste rythme, en fait. Donc c'était merveilleux. Et j'étais dans cette curiosité, et j'avais le droit, et j'apprenais, et j'approfondissais si j'en avais envie. Donc en fait, je nourrissais ce qu'on appelle les intérêts spécifiques librement, en toute impunité à l'étranger, et personne ne me jugeait pour ça, même si certains me disaient, mais tu t'intéresses à la permaculture, mais tu fais des études de biologie. Ah non, non, pas du tout, hein, je suis prof de français, mais j'adore. Et donc je vais visiter toutes les fermes urbaines, je vais interviewer des gens, je vais faire des plans sur la comète, et voilà, et c'est tout. Et d'ailleurs, il y a un rapport aussi, je trouve, dans les voyages à l'idéalisation, à l'imagination. On a du mal à se représenter. Bon, après, on arrive là-bas. Du coup, aussi, avant d'arriver, on idéalise. Et en fait, c'est intéressant qu'on passe ce cap de l'abstrait, de l'abstraction au concret. D'abord, on se le représente avec quelque chose qui a du mal à s'élaborer et ensuite, on arrive sur place et là, finalement, eh ben, on est dans le concret et puis on est dans le sensoriel, on ressent, on marche, on mange, on parle. Et donc ça aussi, c'est une expérience qui est hyper intéressante pour s'ancrer justement. On est moins dans l'intellect, là on se débarrasse de l'intellect, on est juste dans le vivant en fait. On vit, on ressent, on parle aux gens. Et voilà, et donc c'est ça aussi qui est hyper agréable en voyage, c'est qu'il y a une forme de lâcher prise, je pense. De lâcher prise qui peut se faire à l'étranger et qui en France est difficile parce que on est peut-être beaucoup tout le temps dans une élaboration, je sais pas, dans une sorte d'intellectualisation de tout. Mais à l'étranger, finalement, on a un petit peu mâché le travail avant de partir parce qu'on a beaucoup réfléchi peut-être, on s'est beaucoup documenté et du coup c'est plus facile, voilà, quand on est sur place pour nous. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, mais il y a tellement de choses en fait à dire sur le voyage. J'espère que ça vous a aidé un petit peu à comprendre pourquoi vous aimiez voyager. Oui, d'ailleurs, j'ai pas parlé de la rigidité et aussi des imprévus. En fait, moi, je voyage, j'aime pas les imprévus, mais je prépare mon voyage. Donc c'est pour ça aussi que
finalement c'est très préparé à l'avance et une fois que je suis en voyage, je peux lâcher prise parce que tout est finalement à peu près pensé. Après, il peut y avoir des imprévus, je peux être mal en effet, mais en tout cas, c'est possible de voyager en ayant cette rigidité mentale, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. C'est possible de voyager en ayant des difficultés avec les codes sociaux parce qu'en fait, les gens vous compensent, enfin, vous compensez, ou en tout cas, ça va être plus facile en fait parce qu'il n'y a pas de codes sociaux, on ne s'embarrasse pas des codes sociaux. Et puis, il y a aussi un rapport qui est différent, je trouve, à tout en fait. Je trouve que c'est plus simple. Alors, est-ce qu'en France, tout est compliqué ou est-ce que c'est parce que c'est notre pays de naissance? Mais du coup, quand je rentre en France, après, par contre, oulala, c'est la dépression. J'ai beaucoup de mal à me réadapter à la rigidité, au comportement passif-agressif, à l'administration. Parce que par exemple, c'est quelque chose que je n'ai pas dit aussi, mais aux États-Unis, j'ai eu du mal. Alors, je me suis fait beaucoup d'amis sur le moment, tout le monde était fan de moi, mais après, je ne me suis pas fait d'amis vraiment en profondeur. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quelque chose aux États-Unis, alors dans les endroits que j'ai visités, parce que c'est peut-être pas le cas partout, il y a quelque chose de très agréable, c'est que la rue, je trouve, est beaucoup moins agressive. Et les rapports aux gens sont beaucoup moins agressifs. C'est beaucoup moins passif-agressif. Enfin, ça va être beaucoup plus... les gens vont être très agréables, très avenants. Ils vont me dire bonjour dans la rue, ils vont me demander comment je vais, même s'ils ne me connaissent pas. Il va y avoir beaucoup de sourires, beaucoup d'amabilité, de civisme. Alors, pas avec tout le monde, pas, pas forcément les Américains entre eux parfois, mais en tout cas avec moi, il va y avoir un truc de très... qui pourrait apparaître comme un peu lissé, mais qui en fait est super agréable parce que moi, ce qui est difficile pour moi en France, c'est vraiment l'agressivité de la rue. Le fait que les gens me parlent dans la rue, m'interpellent, parfois, je parle à quelqu'un, à mon ami, à mon copain, et puis il y a quelqu'un qui se mêle de la conversation, je lui ai rien demandé, c'est hyper lourd. Les gens qui ont aussi un regard très agressif, je trouve, en France, très passif-agressif, qui vont me toiser, qui vont me déshabiller du regard, c'est hyper intrusif et agressif. Et je trouve qu'aux États-Unis, il y a là où j'ai été, en tout cas, c'était beaucoup plus sympa, avenant, voilà. Après, je suis rentrée chez moi. Bon, c'était superficiel, donc je me suis pas fait vraiment d'amis là-bas. Mais j'ai quand même gardé contact, mais c'est pas des gens proches. C'est pas comme mes amis turcs, par exemple, avec qui je suis vraiment proche, etc. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que parfois il y a des pays qui sont plus ou moins faits pour les autistes, je pense, faits pour les neuroatypiques, de par leur culture, de par leur mode de vie, leur façon d'être avec les gens. Pareil en Angleterre, d'un côté je trouvais qu'il n'y avait pas trop de place pour l'émotionnel et que dès je commençais à avoir une réaction un peu forte émotionnellement, bah, les gens étaient assez froids. Et de l'autre côté, je trouvais que il y avait une forme d'ouverture d'esprit, de tolérance, de melting pot et de flexibilité aussi au niveau administratif que j'ai pas du tout eu en France. Enfin, dont je souffre en France en fait. Voilà. Donc parfois je me suis demandé souvent, mais est-ce que j'ai choisi le bon pays? Et d'ailleurs, je trouve que de voyager aussi, je vais jamais m'arrêter de parler, hein, de voyager aussi, c'est en fait on sort d'une forme d'aliénation. Alors, ça peut paraître un peu excessif ce que je vais dire, mais c'est-à-dire on ne se rend pas compte de nos atouts, parce que voilà, il y a plein d'atouts aussi à vivre en France, mais aussi de ce pourquoi, ce sur lequel il faudrait qu'on progresse. Voilà. Et quand on voyage, en fait, on se rend compte, c'est un peu des façons de construire le monde de demain, aussi chez nous, de prendre des choses, de picorer des choses. Ah là, ils font comme ça, c'est super. Ah là, ils ont ce rapport-là entre eux, c'est super. Ils ont cette tradition-là, c'est merveilleux. C'est une façon de se rendre compte, de prendre du recul sur notre pays, sur ses habitudes, sa culture qui parfois bah, fait souffrir et est violente, et de se dire qu'en fait ça n'est pas normal. Donc c'est aussi sortir d'une forme de prison mentale dans laquelle on baigne dedans, et c'est vrai que parfois il y a un truc en France qui est assez négatif, qui est assez lourd, qui est... Voilà, et quand vous voyagez, vous vous rendez compte qu'en fait, ça n'est pas normal d'être comme ça n'est pas la normalité, et qu'en fait, on peut être différent, on peut penser différemment. Voilà, donc c'est un petit peu se libérer de ce moule-là dans lequel on est grâce au voyage. Voilà, je vais m'arrêter là parce que cette vidéo est très longue. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté un petit peu des réponses. Et n'hésitez pas à partager bah, si vous aussi vous aimez voyager ou pas, et pourquoi, et quels sont vos meilleurs souvenirs de voyage, etc.
Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.